Rebonjour à ceux qui sont chez eux. Je ne sais pas d'où vous nous regardez à l'heure actuelle d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous êtes au bureau, si vous êtes chez vous, si vous êtes dans votre chambre, peinard, voilà, dans un transport en commun, qui sait, le D2C podcast. En tout cas, vous avez raison d'être avec nous, puisqu'il nous reste une dernière conférence à vivre ensemble, et non des moindres, puisque pour cette conférence, je suis accompagné de Samia Labani. Bonjour. Bonjour, On... je suis très contente d'être là, déjà merci. C'est un beau cadre. Tu découvres un peu les salons Hoche ou pas? J'adore, Ouais, c'est joli. j'adore. Est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend, n'hésite pas à parler bien devant le micro Ok. pour que tout le monde puisse t'entendre. Voilà, et puis si t'aimes, voilà, tu pourras repartir avec ça si tu veux après chez toi. Magnifique, je suis très contente d'être là. Et j'ai plein de choses à vous dire, donc j'ai hâte. Exactement, tu es fondatrice de La Ruée. On peut afficher le site internet qui est présent. Comment influencer un secteur traditionnel, parce que c'est vrai que là, on parle de bijoux. Hein. Donc forcément, c'est un secteur qui est un peu ancien. Voilà, il a quelques années derrière lui. Et donc, comment arriver dans ce secteur et permettre aux marques de bijoux indépendants, aux bijoux aussi peut-être plus responsables, de trouver une place dans ce secteur. On va parler de ça, mais je tenais quand même à vous dire que comme d'habitude, pour ceux qui ont déjà vu ma tête peut-être lors des conférences, que vous avez accès à un chat, on est connecté bien sûr dans cet événement et vous pouvez interagir à n'importe quel moment et puis sur place également, bien sûr, pour poser vos questions. Samia? Bah merci déjà, j'ai hâte de vous raconter. Enfin, tout ce que j'ai. Là, c'est un super projet et c'est la première fois que je peux vraiment en parler en public, donc je suis très contente. Alors déjà, donc, je suis la fondatrice de La Ruée, une place de marché de bijoux de créateurs durables et artisanaux, parce que ça, c'est un point hyper important. Et là, nous, on peut dire qu'on est vraiment lancé depuis septembre. On peut dire qu'on est vraiment lancé depuis septembre parce qu'on a pris environ à peu près 3 mois pour vraiment optimiser le site internet, la marketplace, parce qu'on a dû onboarder 57 créateurs, on a créé toutes leurs fiches produits, on a créé aussi toutes leurs... En fait, on les a beaucoup accompagnés, donc je vous expliquerai aussi pourquoi c'est un enjeu qui est hyper important. Et donc là, vraiment, depuis septembre, on peut dire qu'on est lancé et je suis hyper fière de tout ce qu'on a fait parce qu'aujourd'hui, on est 3. Donc il y a moi, Alexandre, qui est mon webmaster, qui est un super webmaster, et Kéra, qui est plutôt un profil financier, qui vient nous rejoindre et qui est aussi une petite pépite. Donc le principe de La Ruée, c'est quoi? Mettre en relation des clients soucieux de trouver des bijoux originaux, avec du design bien pensé, des petites pièces qu'on ne trouve pas facilement, et aussi des critères de durabilité qui sont importants, et des créateurs, justement, qui sont soucieux de faire les choses proprement. On va le voir, il y a eu des problématiques, des contraintes, des choses, forcément, dans l'élaboration de ce projet. Mais avant tout, comment ça commence, l'histoire de ce projet? Alors oui, donc c'est en 2017, je suis étudiante en design. J'ai pour ambition de devenir designer textile. Pendant un stage, je vais à Bali en stage, donc je devais faire un peu de stylisme. Enfin, c'était dans une agence de mannequinat, je devais faire comment ça s'appelle? Des castings de rue, Okay. Enfin, il y avait plein de choses que je devais faire. Donc j'étais amenée à rencontrer beaucoup de mannequins, beaucoup de personnes du monde de la mode, et on me disait souvent en fait que mes colliers étaient super magnifiques. Attends, pardon. Ok, c'était des beaux colliers. Là, t'en as un beau également, là. Attendez, je vais vous le sortir. Ah, J'ai je faisais une blague par rapport au... J'ai une petite toux, mais j'ai pas envie de vous imposer ça. Ok. Je vis avec une petite toux depuis 1 an, c'est horrible. Donc, je vous disais, oui, j'étais à Bali. Ouais, avec les mannequins, du coup, qui aimaient les colliers. C'est ça, donc en fait à Bali, ce qui est intéressant là-bas, c'est que y a des marques du monde entier qui y vont pour pouvoir pour filmer des spots publicitaires. Et moi, j'étais dans la seule agence qui était dirigée par un Français, et donc il y avait aussi cet aspect, c'était un occidental, et c'est horrible de dire ça, mais les marques préfèrent travailler avec des occidentaux à l'étranger. Donc on avait vraiment plein de grosses marques, où j'ai fait un peu de stylisme aussi sur ces shootings-là. Et donc j'étais amenée à rencontrer plein de personnes du monde de la mode. Et c'est vrai que moi, à l'époque, j'avais piqué des colliers à ma mère, parce que ma mère adore les bijoux. Et elle les achète. Ma mère aussi, elle ce qu'elle aime, c'est le design bien pensé, les marques, ça lui passe au-dessus de la tête, un peu comme moi. Et donc elle achète souvent ses bijoux auprès d'artisans.
Et je lui avais piqué 3 colliers que j'accumulais comme ça, que je stackais. Et ces colliers-là, vraiment, tout le monde voulait me les acheter. Je leur disais, mais c'est pas possible. Enfin, vous tapez sur Google, vous allez les trouver. Ils étaient certains que, enfin, ils me promettaient que c'était compliqué à trouver, que si je lançais ma marque, on me les achèterait sans problème et tout. Donc moi, je rentre en France. Je me dis, il faut que tu lances ta marque de bijoux. Sauf que j'y connaissais pas grand-chose. Et j'étais partie, en fait, en réalité, pour créer une soie végane, parce que j'adore la soie, à partir de pissenlit blanc. Donc je ne sais absolument pas si c'est possible encore, mais... Attends, ok, d'accord, c'était juste une idée, c'est toi qui t'es dit je veux des pissenlits blancs, je sais. Non, le pissenlit, tu sais, c'est quand tu souffles dessus. Oui. Et ben, en fait, la texture, elle est intéressante, elle est soyeuse. Ouais. Donc tout le défi, c'était de pouvoir aussi de créer des fils derrière avec ça. Donc bon, c'était un très gros projet, et là je me suis dit, tu lâches tout pour le bijou, je sais pas, c'est les choix du cœur, je le sentais. Après mon diplôme, je suis allée faire une formation au Maroc, parce que j'adore l'artisanat marocain et j'adore aussi les bijoux berbères en fait, et mes colliers c'était principalement ça. Il y a un petit côté, il y a la patte de la main dessus, les bijoux éthiques, c'est exceptionnel. Et donc, je reviens du Maroc, j'ai fait ma petite formation, j'ai appris plein de choses et tout, je commence à travailler sur ma marque, j'ai mes premiers protos, je lance mon entreprise et tout, et là je me rends compte qu'en fait, j'allais être visible nulle part, quoi. Et quand tu es designer, t'es pas forcément marketeur, quoi. Et donc là, ça m'a fait un petit peu bader. Et donc j'étais un peu perdue et tout, puis c'était compliqué pour moi de me dire que j'allais travailler avec des artisans à l'autre bout du monde. C'est très compliqué à travailler, à contrôler. Ils essaient un petit peu de te la mettre un peu à l'envers et tout, donc c'était très compliqué pour moi. Donc là, après, en discutant avec pas mal de personnes de mon entourage, même en me retrouvant dans des groupes Facebook, je me rends compte qu'on partageait tous ces problématiques-là, qu'on n'allait pas avoir de la visibilité, que du point de vue sourcing, c'est très compliqué aussi de savoir d'où proviennent les bijoux. Les matières premières, pardon. Ouais. Et en fait, c'est juste qu'en fait, tout ce que je vivais, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres personnes qui le vivaient. Et à l'époque, il n'existait absolument rien pour distribuer ces produits hors de son site internet. Donc il fallait soit avoir un point physique, soit un site internet. Et moi qui avais l'habitude des marketplaces du type eBay ou Vestiaire Collectif, parce que je suis passionnée de mode depuis depuis toute petite, et en fait ça a commencé vers 13-14 ans, parce qu'avec ma sœur et ma mère, on avait vraiment trop de vêtements. Et comme il fallait de l'argent, je leur piquais leurs petits trucs qu'elles portaient pas un peu en cachette et je les vendais, ça a commencé comme ça. Et après j'ai vendu beaucoup de vintage, on peut se faire des marges. Est-ce que c'était éthique ça par contre? De prendre les vêtements de la famille sans faire... Bon, et en rigolant, il disait cachez ce que vous avez parce que Samia, elle vend tout. Et j'adore vendre. Enfin, c'est horrible de dire ça comme ça, mais j'adore en fait prendre un produit et le mettre dans un environnement. Pour le sublimer et pour séduire avec le produit. C'est ça. Et du coup, ça a commencé vraiment comme ça. En fait, c'est un cheminement, c'est dans l'ordre des choses, d'où le nom La Ruée aussi, il y a la notion de mouvement. La ruée vers l'or, la rue, je vous expliquerai pourquoi c'est aussi lié à la rue ce que je fais. Et donc, il y a plein de contraintes. On se rend compte qu'il y a plein de gens qui vivent les mêmes. C'est le début du projet. C'est ça, ça devient une évidence. Alors, je suis designer, mais lancer une boîte aussi grosse, ça me paraissait énorme. Moi, j'étais très mauvaise élève à l'école, j'ai redoublé 2 fois au lycée. Ça n'a rien à voir avec mes capacités intellectuelles, évidemment. C'est juste que j'ai toujours détesté l'école. Et j'avais aussi peut-être ce manque de confiance. J'avais besoin d'un cadre, en fait. Donc, j'ai fait un master en entrepreneuriat à Paris, là, à l'EMI. Et pendant ce master-là, j'ai vraiment pris mon temps. J'ai commencé à créer du dialogue avec plein de créateurs. Et d'ailleurs, j'ai une... C'est là où ça commence. Une personne que je connais de l'école. Et oui, en fait... Donc ça commence pendant le master, on commence déjà l'élaboration du projet. Je sais juste que je veux faire une marketplace de bijoux. Alors après, j'ai pas de... Il n'y a pas encore la marque, l'identité... J'ai pas de vision claire, en fait. Je me rends compte que j'ai pas de vision claire et ça fait pas très longtemps que je l'ai. Parce que, en fait, pour avoir une vision très claire dans ce secteur, il faut bien le connaître pour savoir où tu vas. Et ça, même en étudiant le secteur du bijou, tu peux pas... le bijou de créateur, c'est pas le bijou. C'est autre chose. Et ouais, il faut que je fasse vite. Tout va bien, on est là, on a notre temps. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui, donc je fais l'EMI, je fais mon école, j'adore, trop bien et tout. Donc je développe, en fait, on voit vraiment de tout pour pouvoir gérer une boîte. Donc quand je sors de là, je me dis, ok, j'ai les clés, même si en fait, il n'y a pas mieux que l'entrepreneuriat pour te former. Mais j'ai quand même les clés pour tout faire moi-même.
Donc je crée un Shopify Marketplace en vraiment 10 jours. Je me suis fait violence en fait. J'ai annoncé la date de sortie de lancement alors que j'étais pas du tout prête, mais vraiment, mais genre c'était une énorme blague. Je sais que je me rappelle, j'avais appuyé sur le bouton, j'ai fait une story pour dire il est lancé, et après je me suis endormie. Enfin, je me suis commandé 2 menus burgers et tout. J'ai mangé, je me suis écroulée. Et vraiment, je me suis écroulée. C'était trop fou. Et je me réveille le lendemain, j'ai vraiment trop de messages qui me disent il y a un bug, ton site, je sais pas quoi, il y a plein de fautes, il y a ça qui va pas, il y a ci, félicitations. C'était vraiment le truc. Moi, j'étais en mode ok. Mais j'avais aussi, enfin, une fois que c'est fait, c'est lancé. Et c'est ça le plus compliqué. Et donc depuis je crois que c'était fin mai ou fin avril, pardon. Depuis, en fait, ça nous a pris quand même plusieurs mois, je dirais 3 mois à peu près, d'onboarder les 55 créateurs qui nous ont rejoints avant le lancement. Je leur avais fait une offre de lancement, ils n'avaient pas encore vu la plateforme, ils m'ont fait confiance et je leur dois beaucoup. Et comment tu vas aller chercher ces créateurs? Parce qu'à ce moment-là, vu que tu sais pas... J'avais pas de réseau, hein, mais du réseau. Bon, franchement, c'est un très petit milieu et on m'a bien accepté, et je sais que, je ne vais pas dire que c'est des mentors, mais il y a des personnes qui m'ont pris un peu sous leur aile et qui, comme ça, par générosité, et qui m'ont aussi fait profiter un petit peu, qui m'ont apporté un petit peu de crédibilité de par eux, leur expertise. La légitimité, bien sûr, mais comment tu choisis tes créateurs, sachant qu'à ce moment-là, si j'ai bien compris, tu ne sais pas exactement où tu vas? Bah oui. Donc comment tu fais ça déjà? Savoir-faire, artisanat, savoir-faire. Ok, t'avais quand même. Est-ce qu'au final, en discutant avec ces créateurs, c'est ça qui t'a permis d'affiner peut-être ta ligne édito? Ah oui, quand même, évidemment. Moi, je savais, parce qu'aujourd'hui, le problème du secteur, il y a plein de problématiques. Mais il y en a une, c'est que il y a plein de termes qui ne sont pas réglementés. Par exemple, quand tu dis un bijou fait main ou un bijou artisanal, la plupart des gens ne savent absolument pas quelle est la différence entre les deux. À la caméra, je pense qu'ils le voient même pas. Ils se sont juste dit, mais que fait-elle? Ils ne savent absolument pas faire différencier les deux, et ça, on essaie aussi d'éduquer par rapport à tout ça. Et donc le fait main, en fait, tu peux très bien acheter des pièces assemblées en Asie. C'est souvent les Pakistanais qui gèrent ce secteur. Et rue du Temple, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Les créateurs de bijoux fait main, ils ont tous les mêmes pièces. Et en fait, juste, tu les assembles en France. Et c'est pour ça qu'il y avait eu le scandale avec Louis Etu, parce que les gens, en fait, je défends pas Louis Etu, mais eux, ils disent fabrication française, fait main. Mais évidemment, les termes ne sont pas réglementés. Et les gens, quand ils ont compris que c'était pas de l'artisanat, ils se sont dit ah, mais ça a fait un gros scandale. C'est comme en cuisine, le terme maison ne veut rien dire. Je vois tout à fait, ce que tu veux dire. Et donc, du coup, quelle est la principale problématique du coup que rencontraient ces créateurs, toi? La visibilité, en apparence, c'est ça, mais quand on leur pose la question, c'est la visibilité, mais quand on creuse un peu, c'est beaucoup plus profond. En fait, c'est qu'il y a vraiment, il n'y a pas d'équilibre entre les différentes composantes de leur marketing mix. Ça, je ne peux pas leur dire comme ça, parce que même si j'essaie de leur expliquer, mais c'est très difficile. Il y en a qui n'arrivent pas à comprendre ça, et il y en a qui le comprennent. Qu'est-ce que tu entends par là, toi? Quand tu as un prix, quand tu as une bague à 2000 €, que tes photos ne sont pas quali, que ta communication, elle fait très artisanale, un peu comme si tu communiquais avec tes potes, et que derrière, tu as Hermès qui, pour 2 fois moins cher, a une bague en argent. Et tu as l'impression que c'est plus quali, parce que peut-être l'emballage... C'est toute l'image, c'est la forme. Ils ont un très beau... Ils ont un beau produit, ils ont un produit exceptionnel, mais derrière, c'est tout à fait normal, ils sont créateurs, ils sont artisans, on ne peut pas tout maîtriser. Ouais, bien sûr. Et surtout qu'ils ont énormément de mérite, parce que eux, derrière, ils fabriquent le produit, ils ont besoin de temps pour fabriquer le produit, et derrière, ils doivent le vendre. Donc c'est beaucoup de courage et beaucoup de temps. Oui. Pardon, il y a une espèce de truc là. Ouais, un petit volatile, un petit moucheron. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est dans une conférence tout à l'heure dans la journée, on a eu cette discussion sur l'expérience est-elle supérieure au produit. Oui, et alors au final, la réponse de toutes les personnes qui étaient dans la salle et tout, c'était au moins égal, voire supérieur. Moi, oui. Mais en tout cas minimum égal. Et du coup, j'ai l'impression que c'est ce que tu cherches à leur faire comprendre aussi, quoi. Pour moi, elle est supérieure. Pour moi, la forme prime sur le fond. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le succès des DNVB, ça a complètement chamboulé en fait l'ordre des choses. L'artisanat, le savoir-faire, l'expertise, l'expérience client qualitative, l'expérience utilisateur, le service client disponible, ce sont plus des critères qui vont faire que tu as un positionnement haut de gamme. Aujourd'hui, ce qui reste pour justifier une marque de luxe,
même si je vous expliquerai pourquoi je ne suis pas vraiment luxe, je suis un peu entre les deux, entre luxe et premium. Ce qui reste pour justifier, pour légitimer une marque de luxe, c'est la preuve sociale. Les histoires et les croyances surtout. Et oui, c'est pour ça que en fait, on le voit avec Balenciaga aujourd'hui. Clairement, ils arrivent même des gens qui pensent que c'est du foutage de gueule, mais ils arrivent à nous vendre. Comment Balenciaga aujourd'hui peut être luxe? Comment est-ce qu'aujourd'hui, je vais pas citer des marques parce que c'est pas cool, mais il y a certaines marques de luxe qui produisent en Asie et ils n'ont pas changé leur prix, ils les ont même augmentés. Donc qu'est-ce qui justifie que ce sont des marques de luxe? Eh ben, c'est les croyances. Bien sûr, et l'expérience. C'est ça. Et donc, l'expérience aujourd'hui, il y a plein de DNVB qui ont des petits produits hyper sympas, pas trop chers, qui ont une expérience hyper optimale. Et donc, je pense pas que c'est pour ça que je dis que le luxe n'a plus vocation à faire rêver, il doit vendre. Parce que le rêve, en fait, c'était le mystère, le rêve, c'était l'inaccessible. Et aujourd'hui, pour vendre, il faut surexposer. Et à partir du moment où tu surexposes, tu inspires, tu ne fais plus rêver. Et bon, on va peut-être pas se lancer dans des sujets philosophiques, mais... Mais j'aimais bien, j'étais dedans, j'étais dans la discussion. Donc, on a parlé des problématiques de créateurs. Si on les résume, un beau produit, mais pas forcément savoir comment l'exposer. Ils n'ont pas le savoir-faire ni le temps, peut-être, de le faire. Oui, voilà. Donc ça, c'est et la visibilité. Voilà. Donc c'est les deux principales problématiques. C'est ça, pour les créateurs. Et pour les clients, du coup, vis-à-vis d'un produit de bijoux, c'est quoi leur problématique? Pour les clients, c'est que le marché est extrêmement opaque. Chaque marque essaie aussi de mettre en avant ses engagements, de faire les choses proprement, de faire attention à son sourcing, parce qu'évidemment c'est la mode et qu'au-delà de la mode aussi, il y a énormément de très grosses prises de conscience, donc il y a beaucoup de marques qui s'y mettent. Parce que j'ai fait beaucoup de recherches utilisateurs, j'ai fait faire un questionnaire à plus de 90 joailliers durant une soirée, donc j'ai aussi beaucoup parlé avec eux. Et de l'autre côté, pareil, à des clients. Donc je ne suis pas juste partie de ma vision subjective des problèmes. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est le manque de clarté et de transparence. Les gens, vous pouvez leur exposer tous les engagements que vous voulez, il faut un tiers de confiance en qui ils peuvent vraiment avoir confiance, puis ils n'ont pas envie de lire des pavés, en fait. Ils ont juste envie d'aller quelque part et de se dire, bah tiens, là, j'achète le truc, au moins je suis sûre que c'est... Il y a des gens qui aiment lire des notices et tout, mais la plupart des gens, non. Et puis les labels, en fait, j'avais pour idée de créer un label pour un petit peu clarifier ce marché. Mais voilà, c'est cette recherche utilisateur-là qui a été hyper précieuse et qui m'a fait réaliser, en tout cas les chiffres c'est ça, plus de 90% des réponses des joailliers trouvent que c'est du bullshit les labels. Okay. Donc moi je partais là-dessus et en fait ils m'ont dit c'est du bullshit. J'ai dit ok, je fais un petit retour en arrière, je me pose et je me dis qu'est-ce qu'il faut vraiment. Et en fait ce qu'il faut vraiment c'est de la clarté et de la transparence. Et c'est pour ça que là on commence tout juste à travailler dessus. Donc c'est un outil de mesure des engagements et de l'impact des marques. Alors donc, comment on fait ça? De la data, connaître les marques. En fait tu prends chaque marque, tu prends tous ses engagements. Et c'est de la data en fait. Et tu veux des vraies preuves factuelles en fait? Voilà, c'est mathématique. Ouais. Je pense que les gens ils ont besoin aussi de preuves. Et par contre, une marque 100% éthique ne peut pas. On n'attend pas de toutes les marques qu'elles soient 100% éthiques. On attend juste qu'elles fassent un minimum d'efforts de durabilité. Et après, le reste c'est du plus en soi. On va pas. Non, mais il y a vraiment... Ah oui, non, mais il en a contre. Il a quelque chose contre toi. Juste avant toi, ici même sur ce fauteuil, on avait Lara Salé de Chou, du coup, qui essaye de faire des baskets les plus éthiques possibles. En tout cas, elle était vraiment très transparente, claire, comme tu le souhaites également. C'est-à-dire que tout ce qui n'était pas parfait dans sa production, elle l'expliquait, elle le mettait en avant aussi pour dire que voilà, il y a toujours des choses perfectibles. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle a parlé de marketplace spécialisé dans les produits qui se veulent éthiques, qui se veulent le plus écologiques, en tout cas possible. Et elle avait dit que dans ces fameuses marketplaces, on ne demandait pas de justificatif.
Et c'est marrant parce que ça revient à ce que tu dis. Oui. Tu dis que toi, tu veux de la data, tu veux savoir, tu veux créer un espèce de label, quelque chose. Un label, on les connaît. Après, les labels, il y en a dans tous les sens. Et donc, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on arrive dans un monde de greenwashing, voilà, où on fait croire que. Et donc, toi, tu penses que le bijou a vraiment besoin de ça. Le bijou, c'est ça la plus grosse problématique. Et comme j'ai aussi en fait, j'ai remarqué que. Bon, ça, je n'ai pas envie de le dire. Mais, non, mais j'ai remarqué en fait que vu que je m'inspire du monde de la mode et que j'ai toujours un œil, même si je ne suis pas partie là-dedans, j'ai toujours un œil sur ce qui se fait et ma réflexion aussi est très associée à ça. Je compare le monde de la mode et le monde du bijou, et le bijou, c'est avant tout un accessoire. Donc, ça devrait... Et puis, il y a de la création derrière, il y a du savoir-faire, il y a de la mise en scène, et donc c'est pareil. En fait, c'est pareil. Et sauf qu'aujourd'hui, le monde du bijou, il a 15 ans de retard sur le monde de la mode. Pourquoi? Parce que c'est un milieu extrêmement élitiste et fermé. Je vais me faire des ennemis en disant ça, mais c'est la vérité. Moi, il y a 15 ans, si j'étais arrivée, je ne suis pas certaine que j'aurais trouvé ma place. Et ce qui est merveilleux avec Internet, c'est que tu as besoin de l'approbation de personne. C'est toi, le peuple, les algos et tes clients. Enfin, toi, le peuple et les algos, et voilà. Et par contre... Les gens sont plutôt ouverts au changement, mais je crois que, vu que la plupart des personnes dans ce secteur sont tellement en plein dedans, c'est compliqué de changer les choses quand tu es dedans. Et quand tu arrives aussi, quand tu es extérieur à ça, c'est plus facile d'arriver et de dire moi j'ai observé ça, ça, ça. Et je ne sais plus ce que tu me disais. Non, mais on est dans ce débat éthique, des data, etc. Donc toi, factuellement maintenant, on parle d'éthique, on parle de réellement pouvoir... savoir, surtout qu'en plus il y a un certain passif avec le monde du bijou, qui n'est pas des moindres, qui est peut-être même l'un des plus sanglants, je pense, des produits que historiquement en tout cas on a eu, je veux dire. Donc c'est vrai que ça jouit d'une mauvaise image sur la façon dont les matières premières sont récupérées, etc. Il y a plein, de toute façon vous le savez, il y a plein de films, il y a plein de choses, c'est dans la culture aujourd'hui de tous. Du coup, quels seraient pour toi les datas fortes en fait? Alors on a deux très gros critères, et dans chaque critère il y a plein de sous-critères. Le premier c'est le sourcing et le second c'est la production, la fabrication. Donc le sourcing, soit la marque un créateur c'est une marque pour moi, soit la marque va plutôt privilégier de l'upcycling, donc de l'or recyclé, de l'argent recyclé, des pierres recyclées. C'est plus compliqué pour les pierres parce que quand tu produis à grande échelle, elles peuvent pas être enfin c'est plus compliqué, voilà. Mais sur notre marketplace c'est possible parce que c'est de la production à petite échelle de pièces uniques, donc on a vraiment des critères de durabilité exceptionnels. Et puis de l'autre côté aussi il y a tout ce qui est production, fabrication. Donc est-ce que tu fabriques en France, est-ce que dans le respect des droits de l'homme, est-ce que tu fais fabriquer à l'autre bout du monde et que finalement tu sais pas trop ce qui se passe. Après c'est pas vrai, il n'y a pas trop de travail d'enfants dans la production de la joaillerie, parce qu'il faut quand même avoir un savoir-faire assez élevé. Par contre dans la production des mines, oui. Donc, et j'oubliais aussi, dans le sourcing, donc c'est soit l'upcycling, soit un sourcing éthique. Donc il y a des labels Fairmined, il y a aussi des pierres précieuses qui proviennent aussi de mines, peut-être au Canada, où là, le respect des droits de l'homme, ils sont beaucoup plus... Enfin, c'est un autre niveau, mais c'est plus cher. C'est plus cher. En effet, c'est plus cher. Et donc, ces datas-là, comment tu peux les vérifier et les récupérer? Alors, ce serait quoi? Je connais une personne qui est data scientist et je sais que tu peux transformer en fait des datas, je sais plus comment on dit, je ne veux pas dire de conneries, mais des datas qui ne sont pas chiffrées en non chiffrées. Pour après, en fait, j'ai envie de créer comme un système de notation avec différents critères et expliquer que chaque critère là, il y a comme une jauge. Là, c'est juste une idée. Hein. Après, il faut faire beaucoup de recherche utilisateur, il faut travailler avec des designers, avec des data, il faut faire de la data visualisation, il faut vraiment se pencher là-dessus. Et en fait, pour que tout soit clair, sous les yeux du client, et qu'il n'ait pas à lire des pavés de texte. Et puis quelque chose de graphique. Voilà, quelque chose de graphique, mais derrière aussi, il y a de la data qui va venir en fait te résumer tout ça en visuel. Est-ce que je peux faire, alors peut-être un comparatif hyper maladroit ou hyper intelligent, je te laisserai en juger, le Nutri-Score? C'est ce que je voulais faire en fait. C'est vrai. Je me suis dit, je vais faire un label en mode Nutri-Score avec différents grades, mais Nutri-Score, ce qui est sympa, c'est que tu as des couleurs rouge, vert, c'est hyper clair, tu peux comprendre. C'est pour ça. Dans le bijou, ça veut rien dire. Il faudrait plus que ça. Un truc aussi simple, ça peut pas. Il faut des explications, c'est trop compliqué. Est-ce que, mais en fait, la question que j'aimerais poser, c'est que comment on peut avoir
pour la matière première, parce qu'en effet, tu as listé que dans le bijou, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on peut beaucoup mieux vérifier quand même qu'il y a 60 ans, 100 ans, etc., d'où viennent les matières premières, etc. On peut un peu mieux savoir où est-ce qu'on sélectionne avec le recyclage, les mines dans certains pays, etc. Mais comment tu fais comment tu fais pour jauger la fiabilité d'une information? Est-ce que si ça vient d'un pays, du coup, de base, vu que ce pays, tu peux pas vérifier, tu mettras une couleur ou quelque chose qui veut dire on ne sait pas? Je jauge le risque. En fait, j'expose le risque. C'est ça plutôt. Ça, j'en ai conscience. Mais je pense qu'aujourd'hui, les clients, ils ont juste besoin d'honnêteté. Ils sont avant tout en quête d'honnêteté. Et d'ailleurs, je pense que les plus cohérents sont les plus extrémistes. Donc, je ne suis pas certaine que tout le monde soit en quête d'extrême cohérence. Ils ont juste besoin de clarté et de transparence. Et c'est ce qu'on a envie de leur apporter au travers d'une vérité qui peut ne pas plaire, mais après, c'est à eux de choisir, en fait. Mais de toute façon, toutes les marques qui intègrent notre plateforme respectent des critères au minimum acceptables et respectables pour le commun des mortels. Donc, il n'y a pas de travail des enfants. Enfin, il y a un minimum, il y a un stade minimum quand même. Ok, et à l'heure actuelle, comment tu vérifies? Parce qu'on sait que ces data, c'est une ambition que tu veux mettre en place prochainement. Là, à l'heure actuelle, les créateurs qui sont sur ton site, comment est-ce que tu les acceptes, avec quelles conditions? Alors, on leur demande de respecter au moins 3 critères. Donc, déjà, le premier critère, il y en a 97% qui le respectent, c'est la production française artisanale. Donc, il y en a plus de 70% qui font tout eux-mêmes. Donc au moins on est certain que c'est eux derrière leur petit atelier, que voilà, ça c'est hyper, on est sûr de la qualité, on est sûr aussi de la fabrication. Et les autres travaillent avec des ateliers partenaires en France. Et puis pour ce qui est aussi du sourcing, en fait, ils sont aussi plus de 90% à utiliser de l'or éthique, de l'or recyclé. Après, l'or recyclé, c'est pas une nouveauté, c'est pas exceptionnel, ça existe depuis la nuit des temps, c'est le principe même de l'or en fait, de faire fondre et de le réutiliser. Mais c'est sympa comme process parce que ça permet aussi de ne pas aller creuser dans les mines et qu'il y a déjà suffisamment d'or qui a été extrait pour pouvoir le réutiliser. Et après, ce qui est hyper sympa, c'est qu'il y en a plein aussi qui réutilisent les pierres. Donc vu que c'est une petite production à petite échelle et qu'on fait de la précommande, donc on est les seuls à proposer ça. Bah oui. En même temps, vu que ils sont seuls, souvent, etc., voilà. C'est vrai que c'est mieux de fonctionner comme ça. Ils peuvent aller chiner, il y en a qui sont gémologues, qui sont experts. Ils vont, par exemple, je pense à Studio 28 qui va récupérer des stocks dormants des années 90 de pierres, parce que le marché des pierres, en fait, il y a énormément de pierres qui sont extraites, et puis en réalité, il n'y en a qu'une toute petite partie qui est utilisée parce qu'il y a des exigences énorme en termes de forme et en termes de qualité. Il suffit que, c'est comme les fruits et légumes pourris. Oui. Il y a ça aussi, il y a cette problématique-là. Donc il y en a qui vont utiliser ça, il y en a qui vont avoir une expérience en gémologie, qui vont aller chiner des vieilles pierres, mais ils vont préciser, ce qui sera sympa avec leur concept, c'est que jamais aucune pierre ne sera similaire à l'autre. Donc en fait, voilà, il y a 2 ou 3 critères. Aujourd'hui, on le sait quand une marque est à peu près durable. Donc déjà, elle fabrique en France. Et ensuite, elle va au moins intégrer du métal recyclé ou des pierres recyclées, au moins un des deux. Après, le recyclé, voilà, on peut creuser le sujet, de se dire d'où vient ce métal et tout, mais ça sera le rôle aussi de l'outil derrière qui va pouvoir exposer les risques. Alors, quel outil, justement? L'outil que je vous disais. Parce que comment tu as l'air de super bien connaître tes créateurs, les matériaux qu'ils utilisent, etc. Pourquoi? Parce qu'ils te transmettent parce que on est très proches et moi, dès le départ, je prends beaucoup de temps avec eux. Et c'est aussi, en fait, ça a été une forme d'expérience utilisateur. Au début, quand je suis arrivée, je ne pouvais pas juste les onboarder et leur dire je vous vends une marketplace. D'ailleurs, ça en revient, en discutant beaucoup avec eux, c'est là aussi que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas juste leur vendre une marketplace. Aujourd'hui, on propose aussi des services à la carte d'accompagnement. Si vous n'avez pas des belles photos, des photos hyper quali pro, nous, derrière, on a des professionnels qui peuvent vous les fournir. Et ça, c'est indispensable. Si tu as un prix à 1000, 2000, 3000, voilà, c'est le minimum.
Et aussi, cet accompagnement-là, je le faisais gratuitement au début, c'était beaucoup de temps. Et on s'est dit, mais la solution, elle est là, en fait, il faut faire des services à la carte. Il y en a qui ont besoin aussi de positionnement en termes de branding, de comprendre leur ADN, qui ils sont. Donc on a aussi ça, on a aussi un partenariat avec une experte du podcast dans le bijou pour leur communication. Donc on peut leur trouver des partenaires pour ce qu'ils veulent. Et notre but profond, c'est de les accompagner aussi, de leur donner une place sur ce secteur en les aidant à grandir. Et c'est pas juste parce qu'on le sait que juste mettre en relation, ça ne sera pas possible si on veut vraiment être un tiers de confiance. Et dans un futur peut-être proche ou lointain, je ne sais pas, on aimerait bien aussi pouvoir leur apporter les sourcés. Et donc comme ça, la boucle est bouclée et on sait au moins d'où provient... D'où proviennent les matériaux. Parce que c'est vous qui oui. pouvez les choisir et les fournir, bien sûr. On va pouvoir terminer avec un sujet que tu viens d'aborder un petit peu, c'est celle de la communication. Donc, une des problématiques des créateurs, c'est d'être vu, d'être visible. Une des problématiques des clients, c'est de savoir ce qu'ils achètent. Donc là, la communication me paraît être hyper important pour pouvoir résoudre ces deux problématiques en même temps. C'est ça. Alors, comment faire face à des concurrents on est dans un secteur où il y a beaucoup d'argent. Nos concurrents, voilà. Je vous raconte même pas ce qu'ils ont comme budget publicité. Et nous, on doit se faire une place parmi tous ces géants. Et donc, pour moi, ça a été la rue. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, le secteur du bijou est assez encore traditionnel. Vu que c'est une forme d'entre-soi, mais c'est pas péjoratif ce que je dis. Hein. En fait, je pense que la liberté créative, la rébellion, l'audace, c'est dans la rue que tu la trouves. Et c'est pas quand tu es trop enfermé. En fait, dès que quelque chose s'embourgeoise, je trouve qu'il perd de sa superbe. Non, c'est peut-être négatif ce que je dis. Et donc, c'est pour ça qu'aussi, aujourd'hui, sur TikTok, donc on a fait une vidéo à 1,2 million là, il y a 3 jours. Mais c'est exceptionnel. Je fais 3 fois... Pour le peu d'efforts que je fais, derrière je fais plein de ventes, pour le peu d'efforts que je fais, j'ai une vidéo qui peut exploser. TikTok, c'est un canal exceptionnel, mais il faut trouver sa stratégie de contenu. Donc nous, aujourd'hui, c'est les street style, donc des micro-trottoirs, mais sur les bijoux, ça n'existe pas, et ça fait genre 2 ans que je me suis dit, je ferai ça. Tu sais, les street style... dans la mode, c'est hyper connu, mais dans le bijou, ça n'existait pas. Et je me suis dit que c'était un moyen aussi de donner la parole aux gens dans la rue et d'inverser un peu cette tendance, parce que dans la mode, en fait, la mode s'inspire de la rue, mais le bijou s'inspire de l'élite. Et moi, j'avais envie aussi de retourner cette tendance-là et de donner la parole aux gens dans la rue. Et je pense que les créateurs s'inspirent de la rue, mais c'est un peu... c'est pas... C'est inversé. Pas représenté. Non, mais c'est surtout que ce street bijou, je sais pas ce que je dis. Oui, non, mais de comprendre comment les gens aussi, ils vivent avec ces produits-là. Ouais. Et je trouve ça incroyable quand aujourd'hui je cherche des gens dans la rue et que je leur dis ça vous dirait de passer et tout, et qu'ils me disent ah mais je vous ai vu passer sur TikTok, et en fait ça nous fait aussi une forme de visibilité. Donc moi aujourd'hui Instagram j'ai un peu lâché parce que c'est très chronophage pour construire une communauté, et je crois que la communauté elle est là où elle passe le plus de temps, et TikTok c'est dans 2-3 ans, Instagram c'est comme Facebook, je suis certaine en fait. La vidéo courte c'est maintenant. En effet, pareil, encore une fois, on apprend plein de choses lors des conférences, puisqu'aujourd'hui, on a parlé aussi de ce retard européen, retard éventuel, puisque ce n'était qu'une supposition, puisque en Asie, il y a déjà énormément de façons d'acheter via la vidéo aussi. C'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient sur un TikTok, sauf qu'on peut tout de suite acheter directement en 1 ou 2 clics. Et c'est vrai que les gens qui faisaient cette conférence parlaient de retard ou en tout cas de manque d'habitude européenne à ce niveau-là. Donc en effet, peut-être que c'est vers ça qu'on va se tourner. Ce sera ma dernière question. C'est du coup, tu personnifies ta marque, je veux dire, c'est toi qui le... Non, tu fais je sais. Quand on n'a pas beaucoup de budget pour le moment, on s'autofinance à 100%. Et je sais que quand tu n'as pas énormément de budget marketing, donc une chose qui est trop bien, c'est que tu as ton personal branding et tu le transfères sur ta marque. Moi, j'ai pris le parti... Enfin, je veux pas. C'est pas que je veux pas, mais je veux qu'en fait la lumière elle soit sur mes créateurs. Je veux que la ruée ce soit un leader d'opinion sur le sujet. Je veux pas que ce soit Samia. Je veux qu'en fait ce soit comme une entité qui nous représente tous.
Et c'est un choix du cœur et je le sens et voilà. Eh bien, c'était Samia Labani, fondatrice de La Ruée pour D2C Connect. Merci beaucoup d'avoir été présent. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. C'était la dernière conférence, donc à une prochaine pour une nouvelle conférence, pour d'autres aventures. On vous souhaite une très très belle soirée et nous, on va aller boire un café ou voilà. On va aller plus loin, quoi. Allez, au revoir. Au revoir.